Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles? Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Bonjour à toutes et à tous, ici Pop News épisode 6. Pop News, qu'est-ce que c'est? C'est le podcast qui récape la pop culture tous les 15 jours. L'actualité pop culturelle est foisonnante en ce moment. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas, ça fait plaisir de te retrouver. On est bien au chaud, on a plein d'actu pop culture à vous transmettre. Et puis on est là pour 1 heure, je pense à peu près. Un petit peu plus d'1 heure, il y a moyen. Donc à retrouver toutes les 2 semaines dans le flux de podcasts Pop Tier. Oui, sur vos applications de podcast préférées. D'ailleurs, on fait un petit appel comme d'habitude, mettez-nous des petites étoiles, hein. Vous savez que c'est très important pour le référencement de nos podcasts, donc on compte sur vous, que ce soit sur Apple Podcast, mais aussi sur Spotify. Les petites étoiles, ça compte beaucoup, merci à tous. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre et de déposer des petites étoiles, mais aussi de nous suivre sur Twitter, @PopTiercast, tout simplement. Qu'est-ce qu'on raconte cette semaine? On va faire les brèves, comme d'habitude, c'est les news pop culture habituelles. On va essayer de faire ça véritablement brièvement, mais c'est pas sûr, parce que vous savez qu'on est un petit peu tous les deux des pipelettes. On a le point box-office habituel d'Adrien, bien sûr, quelques gros sujets autour des annonces de Netflix, autour des films pour 2023, mais aussi de The Last of Us, la série. Bien sûr, on ne va pas la spoiler, mais on va en parler un petit peu, faire des perspectives sur la saison 1. Ça, ce sera pour la fin d'émission. Et puis, je vous donnerai les sorties de la quinzaine, plutôt d'ailleurs de la fin janvier, puisqu'il y a pas mal d'informations à cet endroit-là. Et puis, quelques recos de la part d'Adrien, puisque moi, j'ai absolument rien à vous recommander, puisque je ne vois rien d'autre que The Last of Us en ce moment. Mais c'est pas grave. Commençons par les brèves. La première brève que je voulais vous transmettre, c'est tout simplement le trailer de The Mandalorian saison 3, puisqu'on a eu la jolie surprise d'avoir une bande-annonce en bonne et due forme de la saison 3 de Mandalorian, qui est attendue, rappelons-le, pour le 1er mars 2023. C'est avec le retour, bien sûr, de Pedro Pascal, que vous connaissez désormais pour autre chose que Narcos et Mandalorian, puisqu'il est la grande tête d'affiche de The Last of Us, où on le voit véritablement dans The Last of Us, contrairement à Mandalorian. C'est une bande-annonce assez intéressante. Alors, c'est pas du tout le lieu pour faire un décryptage de cette bande-annonce, mais elle nous réserve quelques surprises, notamment avec ce qui semble être un flashback autour de l'Ordre 66, un des moments, on va dire, séminaux de l'univers Star Wars, avec l'exécution de la plupart des Jedi. C'est une bonne nouvelle également, mais puisqu'on voit le retour de Grogu, qui est donc le fameux Baby Yoda qu'on avait appris à l'appeler Baby Yoda pendant toute la saison 1, et à la fin de la saison 2, on sait désormais qu'il s'appelle Grogu. Enfin bref, tout ça pour dire que The Mandalorian, c'est assez excitant pour cette saison 3, en espérant que ça soit tout aussi plutôt bon que les 2 premières saisons, et que ça soit bien meilleur que Book of Boba Fett, s'il vous plaît. Ce sera pas compliqué, je pense. Ce sera pas compliqué, certes, mais bon. On sait jamais avec Star Wars. Ouais, non, je suis d'accord. Et j'espère que ceux qui n'ont pas vu Book of Boba Fett seront pas perdus. Je pense pas. Je pense qu'ils sont assez intelligents avec la saison 3 de The Mandalorian pour accrocher les wagons sans perdre ceux qui n'ont pas regardé Book of Boba Fett. Et tant mieux pour eux, parce que c'était la pire série de l'espace. Et donc, on espère que ça va être bien. Je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Et comme toi, je suis curieux de voir un petit peu l'Ordre 66, tout ce qui se passe, de voir aussi ce que peut donner à nouveau, parce qu'il faut pas que ça devienne une rengaine un peu facile avec Grogu et le Mandalorian qui remettent un petit peu une pièce dans la machine, mais de façon intelligente. Et voilà, non, je suis curieux, c'est toujours un bon moment. Pour moi, c'est vraiment le MacGyver de l'espace, hein. Le Mandalorian, c'est un épisode sans vraiment de fil rouge. Il y a un petit fil rouge, c'est sympa, mais c'est toujours plaisant de retrouver ce héros-là. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous rappeler la date de sortie du premier épisode Le 1er mars sur Disney+, bien sûr, puisque c'est une exclusivité. Comme d'habitude, on sera là bien sûr pour vous en parler dans les prochains mois, de toute manière. Avatar 3. Avatar 3, on parle régulièrement d'Avatar 3 depuis qu'on sait que Avatar 2 cartonne. D'ailleurs, on parlera d'Avatar, la voix de l'eau tout à l'heure dans ton point box-office. Avatar 3 qui a d'ores et déjà quelques informations qui sortent autour du futur narrateur.
Alors, on va pas spoiler Avatar 2 ici, mais c'est un mini spoil sur la narration et c'est tout ce qu'on dira, mais c'est plutôt intéressant. Ça en dit un petit peu sur les suites d'Avatar au cinéma. Donc en fait, on apprend que Jake Sully est sur le point d'être remplacé par son propre fils. En fait, dans une récente interview donnée à l'émission Soundtracking with Edith Bowman, le réalisateur James Cameron a laissé entendre en fait que la franchise aurait un narrateur différent pour chaque suite. En gros, dans les 2 premiers épisodes, c'est Sam Worthington qui joue Jake Sully qui faisait le narrateur, donc dans Avatar 1 et Avatar La Voix de l'eau. Mais pour le prochain film, donc Avatar 3, qui n'a pas encore de titre d'ailleurs, qui est d'ailleurs toujours en post-production, c'est le fils de Jake Sully, Loak, qui sera le narrateur. Et en fait, James Cameron explique qu'il va prendre un petit moment après la sortie du 2 et en ayant empoché quelques millions au passage, pour évaluer en fait ce que les gens ont aimé et ce à quoi ils ont plus réagi avec Avatar 2. Et il explique en fait qu'il a compris assez vite que Loak était un personnage important pour le public, que les gens se sont très vite attachés à ce héros. Et par exemple, voilà, il le dit, on a vu que Loak avait émergé comme un personnage où tout le monde avait adhéré. Et c'est en fait le narrateur pour lui déjà de l'épisode 3. Il le dit en sous-texte, je dévoile quelque chose ici, mais en fait c'est pas si grave. Ça pourrait être, d'après lui, très intriguant de comprendre et de voir ce que les gens vont penser en fait d'un nouveau narrateur pour la suite d'Avatar. Bon. On n'en sait pas plus sur l'histoire, on n'en sait pas plus sur le contexte qui sera présenté dans Avatar 3, mais c'est une petite piste pour en apprendre et pour peut-être même comprendre un peu mieux où veut aller James Cameron avec ses suites. Oui. Visiblement, du coup, un nouveau narrateur par épisode. Chose intéressante, c'est que du coup, ça va faire une véritable rupture avec Avatar 1 et 2 où c'était Jake Sully qui était narrateur. Donc ça tend à nous confirmer que probablement que d'ici les suites, Jake Sully va un petit peu passer le flambeau, peut-être, déjà voilà, d'un point de vue narration. Pourquoi pas, j'imagine d'ailleurs qu'un de ces quatre, ça n'a rien d'un spoiler, puisqu'évidemment je n'ai rien lu de ce qu'a écrit James Cameron, mais j'imagine que Jake Sully, il va pas forcément faire long feu sur l'intégralité de la saga. En tout cas, c'est ce que je m'imagine personnellement. Mais tout ça pour dire que pourquoi pas, c'est vrai que Loak a une place extrêmement importante dans Avatar 2 déjà. Donc quelque part, on sentait bien le coup venir. Oui. Et je pense d'ailleurs que c'est un personnage qui a des choses à raconter. Ouais. Donc à voir. Et si ça peut d'ailleurs nous sortir un petit peu de la perspective du patriarche qui ne sait pas faire avec ses enfants, moi je suis assez fan parce que c'est un des trucs que j'ai pas spécialement aimé dans Avatar 2. Donc voilà. Il y a beaucoup plus de possibilités avec Loak, scénaristiquement parlant, des choses à faire, donc c'est plus intéressant aussi, moi je pense, à voir si c'est la direction que veut prendre Cameron, mais bon, pour l'instant, on ne sait que ça. Ok. On a parlé de James Cameron, on va parler d'un autre James qui est dans l'actualité. En ce moment, c'est James Gunn, bien sûr, en tant que co-directeur de DC Studios. Il laisse quelques informations transparaître sur Twitter, etc. en ce moment, notamment sur le fait qu'il ne faut pas du tout s'attendre à l'annonce du nouveau Superman dans la première révélation de son univers DC à venir. Ouais, exactement, on rappelle que James Gunn donc maintenant est le nouveau patron de DC Studios, avec en co-patron avec Peter Safran, et il est harcelé de questions tous les jours par les fans sur Twitter, et ce qui tombe bien, c'est que le réalisateur n'hésite pas, comme tu l'as dit, à répondre de temps en temps. Et là, sur la question de Superman, de savoir qui allait incarner Superman à l'écran après Henry Cavill, il a répondu « Je pense que personne n'a encore été choisi pour incarner Superman. Le casting, comme c'est presque toujours le cas avec moi, se fera après que le scénario soit terminé, ou presque terminé, et pour l'instant, il ne l'est pas. Nous allons annoncer certaines choses dans peu de temps, mais le casting de Superman n'en fera pas partie. » Donc, on est pour l'instant sur quelque chose d'assez vague, et il va falloir prendre son mal en patience avant de connaître le nouveau Superman, et quel acteur va jouer Superman. Pour rappel, on savait déjà que ça allait être une version plus jeune de Superman. Est-ce que ce sera la version Clark Kent Smallville ? Peut-être pas, mais en tout cas, il y avait cette piste-là qui a été envisagée et plus ou moins confirmée par James Gunn il y a quelques temps. À voir en creux, il confirme aussi que le futur de Superman dans le DC Universe est plus dans un futur à moyen long terme, plus qu'à court terme. Ce qui est une nouvelle en soi, en réalité, puisque on le sait,
chez DC, ce qui pèse très très lourd, souvent, c'est la fameuse trinité. Donc, Batman, Wonder Woman, Superman. Visiblement, si trinité il y a dans ce DC Universe rebooté, il n'y aura pas Superman. Ou du moins, pas tout de suite. Ouais, voilà. Donc à voir, moi je suis assez curieux. De toute façon, moi depuis la révélation de tout ça, je ne fais pas du tout partie des gens qui ont les fourches sorties et les torches prêts à tout brûler. Je suis là, j'attends en fait. Je suis dans l'expectative puisque j'ai qu'une envie, c'est d'être surpris bien sûr, agréablement. Bien sûr. Donc voilà, tout ça pour dire que James Gunn pour l'instant je lui fais confiance, on attend de voir ce qu'il va nous raconter, nous annoncer très prochainement d'ailleurs, puisqu'on va certainement avoir des nouvelles sur ce qu'il prévoit d'ici peu. Il a eu l'occasion d'ailleurs de s'exprimer cette semaine autour de... puisque en ce moment il est en train un petit peu d'entamer la promotion des Gardiens de la Galaxie 3, puisqu'on le rappelle c'est prévu pour le mois de mai. Donc ça c'est chez Marvel. Et donc avant de prendre les rênes de DC Studios en bonne et due forme, il a quand même quelque chose à livrer du côté de Marvel Studios, et c'est les Gardiens 3. Et il se trouve qu'on lui a posé la question de si il comptait retravailler avec certains membres du casting des Gardiens de la Galaxie. C'est Empire Magazine, qui est un grand magazine cinéphile anglophone, qui lui a posé la question, et il a répondu que véritablement le cast des Gardiens et lui, c'est une vraie famille, et qu'il n'imagine pas se passer d'eux. Alors évidemment, il dit pas du tout qu'il va reprendre l'intégralité du cast des Gardiens de la Galaxie pour les emmener chez DC, mais il dit qu'il a très envie de retravailler individuellement au cas par cas avec Pomme Clémentieff, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoé Saldana, etc. et Karen Gillan, mais que voilà, peut-être que ça pourrait se faire dans son autre job. Donc il l'a pas cité, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il est tout à fait possible qu'un de ces quatre, on voit 1, 2, 3 ou plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie arriver chez DC. Honnêtement, moi je vois tout à fait certains de ces acteurs ailleurs que chez Marvel. Il y a tout à fait la possibilité de les voir là-bas. Il faut juste choisir le bon personnage et le bon moment pour le faire, tout simplement. Ouais, complètement. Il y a aucun souci, et je trouve que c'est même une bonne idée. Moi, je m'en fiche si l'acteur est bon. Il y a pas de problème pour qu'il passe d'un blockbuster à l'autre, en tout cas d'une écurie à l'autre, de Marvel à DC. Bon, évidemment, il faudrait pardonner un peu le même rôle à Dave Bautista de gros bras, Bien sûr, et changer Chris Pratt, que ce soit plus le mec drôle qui fait des blagues, mais pourquoi pas. Et pas forcément non plus dans une énorme machine, peut-être sur des films peut-être plus indés, ou des séries peut-être, ou des choses, même si c'est des superstars maintenant, c'est compliqué de les faire tourner dans des séries. Compliqué. Mais à voir, pourquoi pas. À voir tout ça. Donc pour rappel, les Gardiens de la Galaxie, c'est numéro 3, c'est du Marvel Studios, et ça arrive au mois de mai prochain, mais le prochain c'est Ant-Man 3 qui sort le 15 février pour rappel. Qui lance la phase 5 exactement. Ouais. Vite la phase 5, parce que la phase 4 pour l'instant c'est voilà. Insignifiante. On parlait de phase 5 à l'instant, parlons d'une saison 5 extrêmement attendue. C'est le final de Stranger Things qui arrive, on ne sait pas encore quand, mais très probablement pas en 2023 sur Netflix. On a une information coulisses et plus casting, c'est que ils vont être très 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 bien payés, tous ces acteurs-là, au bout de 5 saisons, et c'est sans doute d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Stranger Things ça s'arrête, c'est qu'au bout d'un moment tu peux pas te permettre d'avoir une série qui a beaucoup d'effets spéciaux, donc qui coûte très cher, et qui en plus a des acteurs qui maintenant sont très 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 en vogue et qu'il va falloir payer, et c'est un petit peu ça ce qui se passe en ce moment en coulisses pour Stranger Things, c'est qu'on a appris de la part de Puck News, qui est une nouvelle, on va dire, un nouveau magazine en ligne créé par pas mal d'anciens reporters qui sont souvent très très bien renseignés, notamment du Hollywood Reporter, et qui nous explique en réalité que l'intégralité du casting de Stranger Things a vu son salaire augmenter en vue de la saison 5. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, ça ne concerne pas Millie Bobby Brown, qui est Eleven dans la série, puisque elle, en fait, elle a un deal beaucoup plus global avec Netflix, donc vraisemblablement, elle est déjà très très haut. Mais bref, tous les acteurs ont été
disséminés en tiers, entre guillemets. Vous le savez, vous écoutez Pop Tier. Donc vous avez le rang S, le rang A, le rang B, le rang C, le rang D. Enfin bref, le tier 1, c'est les acteurs les mieux payés. Donc c'est Winona Ryder et David Harbour qui, maintenant pour toute la saison 5, vont gagner 9,5 millions de dollars. C'est gigantesque. Le tier 2, c'est tous les enfants. Mais les enfants, on va dire, principaux, que sont Gaten Matarazzo, alias Dustin, Caleb McLaughlin, alias Lucas, Noah Schnapp, alias Will, et Finn Wolfhard, alias Mike. J'avais peur de les rater. Plus Sadie Sink, alias Max, qui, sur toute la saison, vont gagner au total plus de 7 millions de dollars. À titre d'information, par épisode, avant, ils gagnaient 25 000 dollars. Ouais, c'est rien du tout. Wow. Bon, voilà. Donc, et ensuite, il y a le tier 3 avec Natalia Dyer, Charlie Eaton, Joe Kerry, etc. Je vous laisserai regarder l'article, mais c'est assez intéressant de voir que le succès aidant, ils ont réussi à fédérer et à négocier des salaires, ce qui se fait toujours d'ailleurs à la télé, surtout quand on a des grosses séries qui durent. Tous les 2-3 ans, c'était la même chose pour Big Bang Theory à l'époque. Tous les 2-3 ans, c'était la même chose aussi pour Friends, il y a beaucoup plus longtemps que ça. Donc là, on est véritablement sur ce genre de phénomène-là. Donc Netflix n'y échappe pas non plus, malgré tout. Donc voilà, c'est très cool pour eux. Bravo pour les travaux. On va parler de Tron 3. Et oui. Puisque cette semaine, on a appris quelque chose, c'est que Tron 3 est en préparation. Et on a déjà un réalisateur qui est en négociation pour le réaliser, mais on a aussi un acteur qui est attaché au projet. Cet acteur, c'est Jared Leto. Jared Leto qui ne brille pas en ce moment par ses choix de carrière, on va pas se mentir. Non. Même s'il y a une époque, c'était tout à fait autre chose. Maintenant, c'est compliqué quand même. Le réalisateur, il se trouve que je vais perdre son nom, c'est Joachim Ronning, qui est le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5 de mémoire. Ouais, c'est Dead ça. Man Tell No Tale, je crois que c'est le 5. Et de Maléfique 2. Donc, pas des films dont on se souvient pour leur qualité, ne nous mentons pas, qui réalisera donc cette suite de Tron Legacy. Tron Legacy qui était sorti en 2010, et c'est trop marrant parce qu'il y a à peine une semaine, tous les deux, on se parlait de Tron Legacy, et on se disait, c'est marrant quand même, Tron Legacy, j'aime pas ce film, mais j'ai une sensibilité particulière pour ce film. Pourquoi ? Pour sa musique, qui est signée par Hans Zimmer et par Daft Punk, et rien que pour ça, je peux pas dire que ce film est une merde. Et l'esthétique aussi du film. Qui est quand même assez original, même si, et on se disait ça aussi, que la première partie est solide et après ça s'effondre très vite, mais ça aurait pu être un grand film. Malheureusement, tout n'a pas suivi, quoi. Mais je rebondis donc sur la news de Tron, qui, tu l'as pas précisé, je crois, s'appelle Tron Ares. Un nom, est-ce que ça bougera d'ici la sortie ? On n'est pas certain, c'est un truc qui avait plus ou moins leaké Jared Leto sur Twitter, qui avait ensuite, donc ça date de 2020 ce leak sur Twitter, qui avait ensuite supprimé, donc vraisemblablement s'il a supprimé c'est qu'on lui a dit de supprimer, donc peut-être que ce projet s'appelle à l'heure actuelle Tron Ares, du nom du personnage qu'il devrait jouer, mais pour l'instant voilà, on peut éventuellement juste prudemment l'appeler Tron 3. Et bon, même si on a beaucoup d'infos là, donc un réalisateur, un acteur principal, ça veut pas dire que le projet va avancer. Moi, j'ai pas spécialement envie que le projet avance de cette manière. Après, Tron, on avait un petit peu oublié, ça fait 13 ans maintenant quand même que le deuxième épisode est sorti, qui était réalisé par Joseph Kosinski, donc qui a fait Top Gun Maverick. Exactement. Donc, lui, par contre, qui est revenu sur le devant de la scène très très fort cette année. Enfin, l'année dernière plutôt. Mais donc voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. C'est déjà pas mal. Espère quand même que c'est déjà pas mal, mais on espère que le scénario suivra au moins, quoi, et qui proposeront peut-être une esthétique encore différente de celle du premier et du deuxième, parce que le premier et le deuxième étaient aussi très différents au niveau du design. Donc c'est pour être sympa de repousser un petit peu les limites. Je pense qu'évidemment, comme les Daft Punk se sont séparés, il y aura plus la musique des Daft Punk pour le troisième épisode. Malheureusement, mon cœur pleure un peu, mais donc voilà, ça va être compliqué de faire aussi bien que le deuxième, qui était déjà pas non plus un chef-d'œuvre, mais qui avait des choses pour lui. Le problème du 2, c'est que il a pas grand-chose à raconter et que sur la fin du film, en fait, ça part en couille, quoi. C'est compliqué. Jeff Bridges est super, mais c'est pas... Ouais.
Ah, le Jeff Bridges rajeuni, là, il vit dans mes cauchemars quand même. Oh la vache. Oui, je préférais le vieux. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Le rajeuni était dur. Mais je crois que c'est un film qui a été fait peut-être un peu trop tôt aussi. C'est possible. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus simple avec toutes les techniques de rajeunissement qu'on a. Mais de toute façon, c'est une licence qui va être ressuscitée puisque chez Disney, toutes les licences sont appelées à revenir sur le devant de la scène, quoi qu'il arrive. Donc, vous inquiétez pas, ça va se faire. Alors, peut-être pas sous cette forme-là, telle qu'on vous l'annonce à l'heure actuelle, puisqu'on le rappelle, ce sont des négociations. Pour l'instant, il y a rien de sûr. Encore que le tournage est censé se faire au mois d'août. Donc, c'est en train d'accélérer quand même. Ça va aller vite, hein. Mais bref. Tout ça pour dire que ce projet existe et on est un peu circonspect quand même. Oui, non, très. Et juste pour terminer là-dessus, tu parlais de licences qui reviennent. Pourquoi pas faire un jeu vidéo Tron? Ça mérite vraiment une adaptation en jeu vidéo. Ça pourrait être super. Cet univers mérite un. Ça parle de jeu vidéo en fait de base Tron. Donc j'ai jamais compris. C'est prévu. C'est prévu? Ok. Un truc qui s'appelle Tron Identity. Ok, d'accord. Ok. Bon. À voir. Écoutez, on se renseignera et puis s'il y a des choses à vous dire dessus, on vous en parlera. Ça marche. Parlons de Mark Hamill, puisque il ne vous a pas échappé lors de notre premier Pop News tous les deux. Nous vous avions parlé du décès de Kevin Conroy, donc doubleur émérite de Batman aux États-Unis. Et il se trouve que souvent, face à lui, on avait Mark Hamill en Joker. Exactement. Mark Hamill qui s'est exprimé sur la question. Ouais, tout à fait. Il s'est exprimé dans le magazine Empire et il explique qu'il ne redoublera pas. Enfin, il est quasiment sûr de ne jamais redoubler le Joker pour la simple raison que Kevin Conroy a disparu et que pour lui, c'était son frère d'armes, quoi. Il le dit donc très clairement dans Empire. Quand on l'appelait et que les gens de DC l'appelaient pour dire est-ce que tu veux faire le Joker, sa seule question c'était est-ce que Kevin joue Batman? S'il disait oui, je disais j'en suis. On était comme des partenaires, on était comme Laurel et Hardy. Sans Kevin, il ne semble pas y avoir de Batman pour moi. Donc en fait, voilà, c'est clair et il est très affecté par la disparition de Kevin Conroy. Et puis, au-delà de ça, il a doublé quand même plus que souvent le Joker à la télévision et un peu dans les jeux vidéo aussi. Ouais. Donc, je pense qu'il a peut-être passé... il veut passer à autre chose, quoi. Il faut savoir, parce que nous, on le connaît beaucoup plus en Luke Skywalker qu'en Joker, ce qui est normal, puisque nous, nos dessins animés, on les consomme en VF, la plupart du temps à la télé, que le Joker de Mark Hamill, c'est une véritable institution. Aux États-Unis, quand il est en convention, on lui parle autant de son Joker que de son Luke Skywalker. Ouais. Ça, c'est un truc à rappeler, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas spécialement cette perspective-là. Donc c'est vrai que c'est un choix qui est guidé par l'émotion, certes, par le deuil aussi, mais qui a une profondeur quand même assez énorme pour les fans de cet univers-là et de ce personnage. Ouais, complètement. Donc à voir. Donc il y a de grandes chances qu'on n'entende plus la voix de Mark Hamill pour le doublage du Joker. Voilà. Ouais. Parlons d'un film d'horreur, vous savez que j'adore ça, c'est faux. En parlant de Scream 6, puisque Scream 6 a eu une bande-annonce cette semaine. Ouais, tout à fait. Scream 6 a eu une bande-annonce qui est sortie donc cette semaine, qui en dévoile bien trop, je trouve, parce que la bande-annonce est bien trop longue. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. On est en train de le perdre. Non, c'est bon, je suis de retour. 2 minutes, qui dure 2 minutes 30, ce qui est bien trop long, surtout pour un film d'horreur. Donc on voit en fait que le tueur de Scream est de retour, mais cette fois-ci à New York, pour tuer un groupe de jeunes, comme d'habitude. Ce groupe de jeunes, dans ce groupe de jeunes, on retrouve quand même une actrice qui cartonne en ce moment, Jenna Ortega, donc qui joue Mercredi Adams dans la série Mercredi sur Netflix, et ce qui va donner, je pense, envie au marketing de blinder voilà, bien sûr. Les projecteurs sur Jenna Ortega, et qui a l'air de survivre, en tout cas dans la bande-annonce, donc je pense qu'il y a des chances qu'on la revoie. Et ce film est réalisé par les mêmes réalisateurs que Scream 5. Donc moi, j'en attends pas grand-chose, parce que j'ai toujours pas vu Scream 5 d'ailleurs, j'en avais pas eu de super échos. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de déplacer le tueur de Scream dans la ville de New York. Là, on voit des images dans le métro, on voit des images dans une épicerie, avec le tueur qui utilise même un fusil à pompe, ce qui est un peu étonnant, mais pourquoi pas. Donc ça devient beaucoup plus violent, beaucoup plus bourrin. Ouais. Et je trouve que l'ouverture dans une ville, justement, est de s'affranchir de la petite ville des États-Unis et de partir dans une grande métropole, peut changer un peu la donne. Et ça peut être cool. Voilà. Est-ce que ça fait pas partie des tartes à la crème du slasher? Parce que tu as parlé tout à l'heure du fait qu'il a un fusil à pompe. Bon, les slashers habituellement c'est
plutôt surtout avec un couteau, Ouais. des choses qui coupent. Et c'est souvent aussi dans des endroits un petit peu au milieu de nulle part, dans des endroits où il y a quand même peu de monde, etc., etc. Le fait que ça soit dans une grande ville, est-ce que ça va pas complètement changer la perspective de ce film-là? Ça peut être intéressant. Bah, en fait, ça me rappelle. Là, c'est Ghostface, donc le tueur de Scream, qui d'habitude utilise un couteau qui est ultra culte. Mm. Là, ce que je dis, on le voit dans la bande-annonce, il utilise un fusil à pompe. Ça me rappelle Jason, la saga de Jason, qui est culte aussi, qui, dans son épisode, alors je saurais pas dire quel épisode, mettait Jason dans Manhattan. Pareil, on voyait Jason dans Manhattan et plus dans le camp de vacances classique des premiers films. Voilà, je pense qu'ils sont un peu à court d'idées, on va pas se mentir, hein, ils tentent des choses et Oui. ils essaient de s'adresser, je pense, à la Gen Z aussi, avec un public plus jeune. Ça va forcément plus parler à un jeune public d'avoir des interactions comme ça, avec peut-être des choses, j'imagine, avec des téléphones, des smartphones, je sais pas trop, on va avoir. Ce qu'avait fait le Massacre à la tronçonneuse, le dernier aussi sur Netflix, qui était une petite dénonciation des influenceurs, ça tentait des choses comme ça. À voir ce que ça fait, mais je l'attends pas, je le verrai peut-être par curiosité, mais il est pas sur ma liste. Bah, à titre d'information, le Scream de 2022, du coup, puisqu'on en est sorti en 2022, a récupéré 140 millions de dollars au box-office mondial. Donc c'est pas rien du tout, hein. Ouais, non, c'est pas mal, ouais, ça a bien marché. Ouais. Et Scream 4, donc, c'était sorti plus de 10 ans avant, c'était un peu moins de 100 millions de dollars. Donc quelque part, ça fonctionne quand même, hein, donc c'est pas pour rien qu'ils en ressortent un. Alors je pense que le Scream de 2022, il était en réalité censé sortir hors période Covid, Oui. et qu'il a été décalé. C'est pour ça qu'il y en a 2 qui sortent en 2 années de différence. Et d'ailleurs, Scream 5, il ne portait que le nom de Scream, Exact. comme un reboot. Là, c'est Tout à Scream fait. 6, c'est bien dit, Scream 6. Ouais. Donc on sent que c'est une nouvelle franchise pour eux. Ils font revenir Courtney Cox, par contre, des premiers épisodes, pourquoi pas. Donc ouais, c'est un peu comme Halloween, récemment aussi. Oui, c'est ça. Il y a la trilogie Halloween, le premier de la trilogie, hein. Je parle pas de celui de John Carpenter, mais le premier de la nouvelle trilogie était très bien, puis après, ça s'effondre aussi au fur et à mesure. Bon, bah, ça va être compliqué, hein. C'est toujours dur, hein, les sagas cultes à réadapter et à remettre sur le devant de la scène, quoi. Exactement. En parlant de saga culte qui revient sur le devant de la scène, c'est bien sûr Harry Potter avec Hogwarts Legacy qui arrive très prochainement, puisque c'est dans 2 semaines, tout simplement. Le jeu sort le 10 février, avec un accès anticipé le 7 février. Comment je m'en rappelle? C'est parce que c'est mon anniversaire. Du coup, voilà. On a eu un trailer cinématique qui a été balancé il y a 4 jours, qui nous rappelle évidemment les habituels, on va dire, grandes visions de l'univers Harry Potter, avec bien sûr le hibou, la salle de Poudlard, etc., etc. Et on nous propose avec la tagline de vivre ce qui n'a pas été écrit, puisque le jeu vidéo du coup qui sort sur console next-gen, donc Xbox Series, PS5 et PC le 10 février, se déroule plus d'un siècle avant la saga Harry Potter. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est que on ne sera pas cadré parce qu'a écrit l'auteur. Donc voilà, un trailer cinématique qui au demeurant n'a pas grand chose de très très intéressant, hein, en dehors du fait que visiblement ils ont très très envie de massacrer ce pauvre hibou. Oui, on sait pas pourquoi, mais oui. Voilà, visiblement tout le monde déteste les hiboux dans cet univers. Bon, bref, peu importe. Mais tout ça pour dire que bah voilà, ça sort bientôt quand même. Ouais, ça sort très bientôt. Et si, petit trailer qui est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des sorts interdits quand même dans ce trailer, donc on sait qu'on pourra les utiliser. Sous quelle forme, on verra. Donc ça essaie de brasser large quand même, hein, sur la fanbase et sur tout ce qui a été fait dans la saga Harry Potter. Je suis plutôt curieux, mais il me faut un peu plus de gameplay que ça, quoi. Mais c'est pas mal, c'est cool. Franchement, c'est cool. Voilà pour Harry Potter. Parlons toujours d'un jeu vidéo avec Suicide Squad Kill the Justice League, qui a eu un leak et des informations qui sont sorties autour de ce jeu. Je crois que c'est censé sortir au mois de mai de mémoire. C'est ça, c'est par poussé, mais normalement oui, c'est au mois de mai. Il y a un leak qui est sorti, qui est un leak plutôt intéressant parce qu'en fait, donc c'est une image en fait qui a circulé sur les sites 4chan et Reddit, donc ils sont très habitués justement ces sites-là au leak, à avoir des petites infos glanées par-ci par-là. Et en fait, on voit sur cette image les 4 anti-héros du jeu et donc de la saga Suicide Squad, avec des niveaux qui leur sont associés et une sorte d'écran de
matchmaking qui ressemble beaucoup à ce qui avait été mis en place sur Marvel's Avengers, qui était un jeu sorti il y a quelques années qui mettait justement en scène les Avengers de Marvel. Et on voit que ça ressemble beaucoup à du Battle Pass avec de la monnaie, des choses à payer, etc. Et en fait, ça commence déjà à faire jaser sur Internet et les joueurs commencent à se poser des questions en se disant mais attendez, moi on m'a vendu un jeu certes en coop mais plutôt fini hein, où j'ai pas besoin d'acheter et de payer pour des améliorations, ce qui est d'ailleurs normalement la marque de fabrique de Rocksteady qui développe le jeu et qui ont fait les Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Ce sont des jeux très, très complets où on n'a pas besoin de payer plus pour avoir un meilleur équipement. Et donc là, apparemment, cette image qui a été aussi quand même validée et corroborée par le site Video Games Chronicle, nous indique qu'il y aura peut-être du Battle Pass. Mais d'après ce média, encore une fois, ce serait que des éléments cosmétiques et des skins, ce qui permettrait juste en fait, de changer son apparence et non pas de monter en niveau et non pas de payer pour être meilleur, quoi. Oui, c'est intéressant de voir pour les gens qui connaissent pas grand-chose à l'univers du jeu vidéo, ces dernières années, on a quand même une mouvance des jeux vidéo d'une manière générale. C'est commencé par les jeux mobiles, qui proposaient des contenus, des jeux gratuits, mais qui se payaient, dont le business model était façonné vers le fait de faire payer aux joueurs des choses supplémentaires. Donc souvent, ça a été... à une époque, c'était des choses qui te permettaient d'avancer directement en jeu. Ça a été très grandement effacé au profit de ce qui est du cosmétique, donc de l'ajout, on va dire, qui ne t'avance pas techniquement dans le jeu, mais qui te permet de te différencier par rapport aux gens. Ouais. C'est ce qu'on appelle les fameux skins, les cosmétiques habituels, etc. Quelque chose d'ailleurs sur lequel le modèle de Marvel Snap, dont on vous a parlé en reco il n'y a pas si longtemps que ça, est fondé exclusivement là-dessus. Là où c'est on va dire plus rare, même si ça commence on commence à arriver dans cette mouvance-là, c'est que maintenant, ces mécaniques-là arrivent aussi sur des jeux qu'on a payé plein pot. Ouais, et ça, c'est là où ça grippe vraiment, c'est que bon, même si c'est que du cosmétique, même si machin, ça reste quand même un jeu pour lequel j'ai payé quand même assez cher. Donc on en arrive aussi à des coûts de développement qui sont extrêmement élevés pour les jeux vidéo. Donc quelque part, il y a peut-être besoin que la bulle éclate un petit peu pour que on se recentre sur des développements et des coûts un petit peu moins importants si on est obligé d'arriver à ce genre d'extrémité là. Bon bref, t'as très bien résumé les choses, à la différence près que les jeux gratuits, moi ça me dérange pas quand ils mettent en place ce système là pour le cosmétique. Là ça sera un jeu payant, on le sait, ils peuvent pas sortir un jeu gratuit avec autant de scénarios, un jeu narratif comme ça. Donc c'est là où ça coince aussi pour moi, quoi. Bon, ça se trouve c'est un leak fait aussi exprès pour tester le terrain. Pour tester le terrain, exactement. Ça se fait. Pour voir, ça se fait bien sûr. Donc à voir. À voir. C'est la fin de notre petite parenthèse jeux vidéo. On va revenir à la pop culture, on va dire cinéma et séries, puisque nous avons appris depuis quelques jours déjà que Breaking Bad allait faire un retour à la télévision à l'occasion du Super Bowl. Puisque en fait on sait que Aaron Paul dans le rôle de Jesse va faire une petite apparition dans une pub pour la marque Popcorners, qui est en réalité une marque de crackers. Oui, de Doritos, quoi. C'est tout à fait ça. Donc visiblement ils ont eu le droit d'utiliser l'univers graphique de la série, mais aussi l'acteur dans le rôle de Jesse. Et a priori, on aura également, comment il s'appelle, Bryan Cranston, dans le rôle de Walter White pour cette occasion-là. Vous le savez, le Super Bowl, chaque année, c'est le grand Barnum de la publicité. Aux États-Unis, que ce soit et d'ailleurs c'est un grand rendez-vous pour la pop culture souvent, puisqu'on a énormément de trailers qui sont balancés à ce moment-là, et on a aussi beaucoup, ça se fait de plus en plus ces dernières années, des marques qui s'arrogent un petit peu l'image de certaines séries, de certains films, pour se promouvoir elles-mêmes tout simplement. Et ce sera le cas cette année avec Breaking Bad.
Ouais, et je pense qu'après, comme tu l'as dit, après la sortie enfin, pas la sortie, mais la diffusion du Super Bowl, on aura beaucoup de choses à dire dans Pop News, on aura beaucoup de choses à débriefer, plein de bandes annonces, que ce soit jeux vidéo, séries ou cinéma, quoi. Ce sera très certainement un et des puis gros sujets de cette semaine-là. Oui, c'est même sûr, hein, et je suis curieux pour cette pub, même si c'est 30 secondes, ça fait Mmh. toujours plaisir de revoir Jesse et Walt, Ouais. avec le camping-car, donc Ouais. pourquoi pas, quoi. Je trouve ça toujours un peu cringe, perso, ce genre de truc, même si c'est rigolo. Je te dis, C'est des produits à ce moment-là, voilà, oui, c'est du produit, quoi. Mais mais ils sont bon, devenus après, ça, hein, ils sont tellement rentrés dans la pop culture aussi, c'est vrai. en 3 secondes que, ces 2 personnages-là, ils ont même une statue maintenant à Albuquerque, Oui. aux États-Unis. Enfin, c'est devenu des icônes, vraiment. Mmh. Donc bon, ça me choque moins, quoi. C'est pas Oui, 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 non, mais bon, mais je comprends. voilà, c'est souvent tu te dis: «Ah chouette, ils ont eu un truc, une annonce à nous faire», parce que souvent ils font du teasing sur les réseaux sociaux et Mmh. après tu te dis: «Ah, c'est juste ça!» Ah bah, c'est mercantile, hein, évidemment, oui, ça Ah fait bah, toujours bien mal. sûr, Ouais, mais ouais. je suis curieux de savoir combien ils sont payés pour ce genre de truc, ça doit être, négocié à prix d'or, ce genre de Mais truc. moi, j'ai déjà acheté mes Pop Crackers, là, c'est bon, là, ils arrivent. Non, t'inquiète, je les ai C'est commandés. fait. En même temps que tes cassettes de ton cousin américain, il t'envoie Exact, mais des non, Popcorners. j'ai plus besoin parce que The Last of Us est diffusé en France sur Ah oui, Amazon c'est Prime. vrai! C'est bon. Incroyable! Eh oui. On en parlera en On fin en parle tout à l'heure, on en d'émission. parle tout à l'heure. On va continuer nos brèves avec Thunderbolts. Alors Thunderbolts, pour les gens qui ont rien suivi, Mmh. c'est un futur projet du MCU, de l'univers Marvel au cinéma. Ouais. Marvel Studios, en fait, lance un petit peu son Suicide Squad, si on veut résumer très très schématiquement. Oui, c'est ça. C'est l'idée. On va avoir du coup autour du personnage de Valentina Allegra de Fontaine. Mmh. J'ai été obligé de relire ça parce que je m'en souviens jamais de son nom. J'ai toujours de Fontaine, mais j'ai pas le début. Hein. Ouais. Joué par Julia Louis-Dreyfus, qui va faire un petit peu sa Amanda Waller de Suicide Squad et créer autour d'elle une équipe de D'anti-héros. ouais, voilà, C'est c'est super pas vraiment, anti-héros. c'est pas vraiment de super vilains, puisque voilà, c'est des Non. anti-héros dans lesquels on va avoir notamment Red Guardian qui est joué par David Harbour, Black Widow joué par Yelena. Non, pas Black Widow. Enfin, Oui. juste Yelena. Oui. Bref, Juste Yelena. je me souviens plus, mais Yelena jouée par Florence Pugh, etc., etc. Enfin bref, c'est vraiment le pitch, c'est tout à fait Suicide Squad. Ça sort en 2024, à l'été 2024, c'est censé en tout cas, et ça va très très bientôt se tourner puisque le tournage commence au mois de juin prochain. Exactement. Et Julia Louis-Dreyfus nous a donné quelques informations. Ouais, voilà, elle a juste lâché qu'elle allait Rien de fou. vouloir se battre plus, etc. Et qu'elle était très motivée. Et, voilà, donc c'est pas non plus de grosses infos à se mettre sous la dent, mais on est curieux de voir ce que peut donner ce groupe d'anti-héros à la Suicide Squad chez Marvel. Bizarrement, là, ce coup-ci, c'est Marvel qui copie un peu la formule d'ici. Bon, pourquoi pas. Ce sont souvent entrecopiés de toute façon, même à l'époque des comics, hein, de toute manière. Oui. Oui. Non, mais il y a une vraie émulation, quoi. Mais là, Ouais. ça se voit, disons. Parce que même le néophyte va se dire, ah, c'est Suicide Squad, en fait, version Marvel, quoi. Qui a de grandes chances de mieux marcher que Suicide Squad. On sait voilà, pas. mais pourquoi pas, quoi. Donc, oui, non, c'est cool. Et puis, Julia Louis-Dreyfus, qui est une super actrice, j'aime beaucoup. Elle peut être bien dans le rôle, quoi. Et c'est Jake Schreier qui va réaliser. Le scénario sera écrit par Eric Pearson, qui avait précédemment signé Black Widow, Ouais. qui n'est pas du tout le meilleur film Marvel. Pas du tout, mais Pour logique autant. que ce soit lui, avec Black Widow. Oui, c'est pas parce que faux. le groupe un peu bizarre de famille, un peu anti-héros. C'est très probable d'ailleurs, puisqu'il y a quand même 2 personnages de Black Widow dans ce film-là, enfin 2 personnages centraux, avec Julia Louis-Dreyfus, effectivement, t'en Non, rajoutes mais 3. même Taskmaster sera aussi. Effectivement, tu as raison. Ouais. Oui, donc en réalité, C'est une voyez sorte de suite, ça en fait. plus comme une suite de Black Widow, mais tu as tout à fait raison, j'avais oublié ça. On reste chez Marvel, puisqu'on va vous donner quelques nouvelles de Jeremy Renner, puisque la dernière fois, on vous parlait de son état de santé qui était quand même dans un état critique au moment où on vous en parlait il y a 2 semaines. On a des nouvelles puisqu'il est sorti de l'hôpital depuis une semaine à peu près. Il est évidemment en convalescence. Bon, on ne sait pas exactement quel est son état de récupération parce qu'on a des sources très potins de stars qui nous disent qu'il va mettre des années et des années à revenir à 100% s'il y arrive. Donc, bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est rentré chez lui.
Ouais. donc il n'est plus du tout en soins intensifs, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi. Voilà. Il Non, tweet lui-même. Donc ce qui oui, est déjà, déjà, ce qui est pas mal. Non, c'est ce qu'on disait même quand on a, nous, découvert l'accident et qu'on vous en parlait. On savait que ça allait prendre des années, vu l'ampleur Ouais. des dégâts et de ce qu'il a subi. Donc ça, c'est sûr qu'il ne reviendra pas sur le grand écran tout de suite, ou en tout cas dans des rôles d'action comme on a pu le voir avant dans le rôle d'Hawkeye. Maintenant, à savoir comment va se poursuivre la suite de sa carrière, parce qu'il est à l'affiche de la série The Mayor of Kingstown, Oui. qui d'ailleurs a changé son Mhm. poster, son affiche très récemment, parce que sur l'affiche de la série, on voyait Jeremy Renner avec beaucoup d'égratignures, de blessures, du sang sur le visage. Et en fait, ils ont décidé de tout enlever, justement pour pas rappeler au public, et puis bon, pour pas que Ils ça ont fasse bien fait. bah oui, pour pas que ce soit de mauvais goût d'avoir une telle affiche pour faire la promotion de la série. Donc on sent que ça va être compliqué pour lui pour la suite. Et puis bah, de toute façon, on espère qu'il prenne du temps pour lui. En fait, c'est pas grave. Hein, Bien si sa sûr. carrière en pause, Tout à fait. ne serait-ce que 2-3 ans, il reviendra en forme après. Donc, Exactement. Non, mais l'important, c'est qu'il s'occupe vraiment de lui et de sa convalescence. exactement. Sur cette histoire de Mayor of Kingstown qui change le poster, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis. Souvent, les producteurs et les diffuseurs sont amenés à décaler des dates de sortie quand il y a des événements qui, dans les news et dans l'actualité, qui le nécessitent. Très très souvent aux États-Unis, bien sûr, ce sont des fusillades. Donc régulièrement, il y a des séries qui décalent leurs épisodes parce que bah, typiquement dans ces épisodes-là, il se passe ça. Donc il y a toujours ce degré, on va dire, de différence et de distance qu'il faut avoir avec ce qui se passe à l'écran. Bah là, typiquement, c'est ce genre de cas-là où on a un acteur qui est couvert de sang, alors que 2 semaines avant, il a eu un accident terrible. Bon, c'était pas du meilleur goût. Mais ils ont bien fait. Voilà. Ouais, c'était la bonne solution. On va terminer nos brèves avec une très bonne nouvelle. C'est la saison 2 d'Invincible, Invincible, qui revient en 2023, plus ou moins, nous dit le teaser. Ouais, exactement, on va terminer les news là-dessus. En fait, alors pour ceux qui connaissent pas Invincible, c'est à la base un comics de Robert Kirkman, celui qui a écrit The Walking Dead dans les années 2000. Et dans ce comics-là, un jeune homme découvre ses pouvoirs de super-héros et a comme mentor son père, en fait, qui est l'équivalent de Superman, en fait, dans le monde d'Invincible. On n'en dira pas plus, il faut pas spoiler, il faut rien dire, mais Invincible, c'est une super série. Déjà, c'est un super comics de base, mais alors ils en ont fait une série extrêmement rythmée, extrêmement violente aussi, parce que ça respecte le comics. C'est très 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 graphique. C'est une animation pour adultes, hein, c'est vraiment pour adultes. C'est l'équivalent de The Boys niveau violence, mais en animé, voire bien plus violent, en fait, bien plus violent que The Boys même. En animation, tu peux te permettre beaucoup plus de choses, effectivement. C'est ça. Et donc, ils ont sorti un teaser, non pas un trailer, mais un teaser de la saison 2, dans laquelle on voit le héros, donc Invincible, qui discute avec Allen the Alien dans un diner en train de manger un burger. Et c'est un teaser un peu méta parce que Allen the Alien demande à Invincible: mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Nous, on attend la suite d'Invincible. Toi, Invincible, tu reviens quand, quoi? Et Invincible fait: ouais, non, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Nanana. On voit même Steven Yeun, le doubleur, qui dit: bah, j'étais en train de faire du doublage. Enfin, j'avais des choses à faire, quoi. C'était compliqué. Puis en même temps, fallait étalonner, fallait faire tout. T'imagines, plus de 20 000 images par sur la saison, etc. Enfin, il y avait beaucoup de boulot, quoi. Et tout en étant dans la peau d'Invincible. Donc c'est très drôle. Et à la toute fin, l'alien lui dit: mais quand est-ce que tu reviens, gars? Enfin, on attend quand même une date, quand on veut une date. Il fait: bah, je sais pas, allez, fin 2023. Allez, fin 2023, je suis là, quoi. Mais peut-être moins, peut-être plus, on sait pas. Donc voilà. Et c'est très drôle, ce qui fait qu'on est sûr quasi d'avoir la suite d'Invincible donc la saison 2, fin 2023, sur Amazon Prime. Donc en France, diffusée sur Prime Video gratuitement pour ceux qui sont abonnés, quoi. J'ai une très bonne nouvelle. C'est marrant parce que du coup, Allen se met vraiment à la place des fans qui attendent depuis trop longtemps la suite. Mais il faut savoir qu'une série d'animation, ça met vraiment beaucoup de temps à faire, hein. C'est normal que ça ait pris autant de temps. Mais c'est vrai que, vu là où on en était resté de la saison 1, tu t'imagines bien que les fans, ils ont très très envie de voir la suite, ce qui est logique. Et comme le dit Tokoi dans le chat, c'est une série qui est très fidèle aux comics. Ouais.
Et voilà, donc c'est très cool à découvrir, mais effectivement, c'est pas à mettre devant tous les yeux, puisque bon, bah, c'est très violent, quoi, tout simplement. Bien sûr. Et avant de passer à la suite, est-ce que toi, t'as lu le comics J'ai pas lu le aussi comics, non. Ah, ok, je te conseille vraiment de le lire, c'est Ouais, super, ouais. c'est incroyable. Même si t'as vu la série, c'est Ouais. très bien. Et c'est vrai que c'est très très fidèle, il y a beaucoup de choses et c'est de mieux en mieux en fait. On a l'impression que la saison 1 ou le début c'est super, c'est rien par rapport à la suite. C'est incroyable la suite. Cool. Ouais. Mais c'est une reco finalement un peu cachée dans cet C'est une reco épisode. cachée, c'est une reco BD. Et mais écoute, tu vas pas te cacher puisque c'est ton point box-office désormais. Je fais des transitions aujourd'hui, c'est incroyable. Incroyable. C'est parfait, c'est parfait. Bon, tu vas commencer par nous parler d'Avatar 2, bien sûr. Pour changer, on va parler d'Avatar 2. Donc Avatar 2 qui a enfin dépassé la barre des 2 milliards de dollars récoltés au box-office mondial. On s'en doutait. Aujourd'hui même, exactement, aujourd'hui même. On enregistre le 22 janvier 2022 et ça y est, Avatar 2 a dépassé les 2 milliards au box-office mondial, ce qui est fou. Juste fou, évidemment. On s'en doutait un peu ce que je disais, mais quand même, c'est une incroyable perf. Et surtout, ça devient le 6e film de l'histoire à franchir la barre des 2 milliards de dollars. Donc c'est déjà un grand, alors que ça fait un tout petit peu plus d'un mois qu'il est sorti. C'est ça le truc en fait, c'est que ça fait même pas 2 mois qu'il est sorti, il est déjà à plus de 2 milliards. Il a donc dépassé, pour arriver aux 2 milliards, il a dépassé Spider-Man No Way Home, qui lui avait fait que ce gros nulos, 1,9 milliard de dollars. Donc voilà, il a enfin dépassé Spider-Man No Way Home. On va revenir en France sur Avatar 2, qui lui fait un énorme carton aussi, parce qu'on a déjà 11 millions 400 000 entrées au cours des 5 semaines d'exploitation du film, ce qui en fait déjà le 22e plus gros succès de tous les temps en France. Encore une fois, on rappelle, le film est sorti il y a moins de 2 mois. C'est dingue. Et il devance, avec ses 11 millions 400 000, il devance de 1,2 million d'entrées le premier Avatar. Donc il y a vraiment un effet suite qui a très bien fonctionné. Les gens sont très très curieux en France. Au-delà de ça, on apprend aussi que la France est le 3e marché mondial pour Avatar, juste derrière les États-Unis qui ont quasiment 600 millions de dollars récoltés, la Chine qui a récolté 230 millions de dollars, et donc la France qui arrive en 3e position avec 130 millions de dollars récoltés. Donc on est vraiment très très fan d'Avatar chez nous. On est le 3e marché mondial, c'est fou quoi. Parce que la Chine, énorme, ouais. La Chine, je le compterais même pas en fait, parce que la Chine est un. Tu peux pas rivaliser. Tu peux pas rivaliser avec la Chine, c'est un marché très spécial, très spécifique. Donc ouais, on est très très fan. Donc bon, tant mieux pour Avatar 2, tant mieux pour James Cameron. Que le film dépasse le box-office du premier en termes d'entrée, alors qu'on est post-Covid. Rappelons-le quand même, hein, parce que c'est quand même hyper important dans ça, parce qu'il y a un mois avant la sortie, les observateurs disaient oui, mais attendez, Avatar, déjà, personne l'attend. Tout le monde se fout d'Avatar. En plus, on est dans un cinéma en crise, tout ça. Au final, il fait mentir à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'on a quand même un film qui dépasse les 2 milliards de dollars de recettes, ce qui n'était pas arrivé depuis avant la pandémie, en réalité. Ouais, alors on peut dire que quand même un No Way Home a touché le truc quasi, donc moi ça, je le considère, mais c'est vrai, t'as raison, on n'a pas eu cette barre franchie, cette barre symbolique des 2 milliards, ce qui est quand même assez fou. Oui, ça veut dire que dans le monde entier les gens sont motivés quoi. Non, c'est assez dingue, donc à voir quand plutôt il termine sa course, en fait, sa carrière au cinéma. Je pense que là on en a encore jusqu'au mois d'avril, je pense, tranquillement. Oh, ça peut durer très longtemps, Avatar, hein, s'il voit que ça marche. En fait, ça va dépendre d'à quel point les salles de cinéma le gardent alors que Ant-Man arrive. Oui, mais Ant-Man ne peut pas rivaliser, c'est pas la même chose. En fait, le vrai questionnement, puisque à l'heure actuelle, le cinéma, ce que c'est un blockbuster en chasse un autre. Et dans 3 semaines, qu'est-ce qui nous dit que Avatar 2 va encore rester en salle alors qu'Ant-Man 3 va certainement avoir 3 salles par multiplex, tu vois? Ouais, alors qu'à l'époque, tu veux dire que quand le premier est sorti, il n'y avait pas de blockbuster de ce niveau qui pouvait rivaliser, qui arrivait? C'est une bonne question, je me souviens plus là. Je crois que le premier donc, était sorti en décembre aussi, avait terminé en décembre 2009, avait terminé en mai, je crois, en France. Ouais. Et c'est pour ça que je dis avril là, il y a de grandes chances, même si c'est dans des plus petites salles.
D'ailleurs, moi, j'ai pas vu dans une grande salle, hein, Avatar. Hein. J'ai vu dans une salle un peu moyenne, et c'était aussi bien. Hein. Donc, je pense qu'ils vont garder des salles. Ils sont pas bêtes. Hein. Ils savent qu'il Bien y, sûr. y aura toujours du fric à se faire, et que ça remplira, quoi. Et James Cameron sauve le cinéma. Non, mais Donc, ce qui est impressionnant avec ce film, c'est la tenue des entrées sur le long terme. On en parlait, c'est une des clés en fait du succès des films de James Cameron. Et lui, il est pas là pour le premier week-end. Mm. Lui, il est là, il fait un marathon. C'est la Il longue fait pas traîne, un en fait. sprint. Ouais, c'est de la longue traîne. Et c'est une des choses qui sont assez remarquables quand même dans son succès là. Alors, il fait pas un marathon, mais il fait quand même les 2 milliards en moins de 2 mois. Hein. C'est dingue. Donc, C'est je dingue. pense. Le premier, donc c'est le film le plus rentable enfin le film qui a rapporté le plus au box-office de tous les temps. Ouais. Je pense qu'il aura du mal à atteindre le premier, qui a fait. Alors, Ouais. j'ai plus les chiffres. Je crois que c'est 2,7 milliards. C'est ça, voilà. Il peut taper dans les 2,3, 4, 5. Il ira peut-être pas plus loin, quoi. Je vais vérifier parce que énorme, je me demande si c'est pas déjà plus énorme. encore. Je crois que la barre des 3 milliards n'a jamais été. C'est 2,923. C'est ça, il a jamais dépassé on n'a jamais eu de film qui a dépassé les 3 milliards Ouais. encore. Et Endgame, c'est 2,7. C'était ça Ouais. la confusion. Donc bref, oui, non, je doute qu'il fasse aussi bien que Endgame et Avatar 1, honnêtement. Ouais. Parce que c'est quand même beaucoup, là. Pour dépasser 2,7, faut y aller. Faut y aller. Mais bon, avec un succès pareil, en tout cas, il se garantit de faire Avatar 3, ça c'est une certitude. C'est sûr. Même 4 et 5, hein. Là il est lancé, Ça, c'est voilà, bon. c'est évidemment une bonne nouvelle. Encore que, on a évidemment pas mal de doléances autour d'Avatar 2. On vous renvoie à Pop Tier épisode 8, puisque on a traité pendant 1h30 de ce qu'on pense d'Avatar 2, et ça n'est pas que du positif. Non. Donc allez écouter ça. T'avais d'autres choses à nous dire sur ton point box-office? Ouais, il y a beaucoup d'autres films. Alors justement, c'est un peu l'inverse d'Avatar, des films qui contre-performent. Et donc Babylone, qui est sorti en décembre aux États-Unis, qui n'a rapporté aux États-Unis que 15 millions de dollars. Donc on rappelle que Babylone, c'est le dernier film de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Margot Robbie, qui est un film qui revient sur les années 20, en fait, le cinéma des années 20, le Hollywood des années 20, qui passe au cinéma parlant, du muet au parlant. Donc c'est vraiment une grande fresque bordélique, grandiloquente de 3 heures. Donc je pense que ça aussi, ça n'a pas joué en faveur du film. Mais bon, ça méritait peut-être pas un flop aussi violent. Mais en France, nous, on a été les premiers à aller voir le film, parce qu'on est le premier marché mondial sur 53 territoires à aimer le film. On a fait 3,4 millions de dollars rapportés pour Babylone. Et Babylone est sorti ce mercredi en salle. Donc c'est plutôt une très belle perf pour le film de Damien Chazelle, mais une énorme contre-performance Box-office mondial. au box-office mondial. Ouais. Il n'est pas sorti partout encore. Hein, mais, non. Mais ouais. Il est, en fait, il a une sortie aux États-Unis et en plein pendant la période des remises de prix. Oui. Et visiblement, d'ailleurs, je crois pas qu'il récupère pas mal de prix. Et visiblement, le public boude un petit peu, en tout cas aux États-Unis. Ce film, on va rappeler quand même que son précédent film, First Man, avait fait 105 millions de dollars au box-office mondial. Et celui d'avant, La La Land, avait été un carton absolu avec 475 millions de dollars. Ouais. Qui est pourtant, moi, on en parlera dans Pop Tier de Babylone, on vous le dit ici, qui est un film super intéressant pour plein d'aspects, et il y a beaucoup de choses à dire en fait sur Babylone, mais je pense qu'il mérite pas ce traitement. Et il y a un peu cet effet qu'on avait vu aussi avec Guillermo del Toro et Nightmare Alley, qui avait été défoncé, alors que juste avant la forme de l'eau avait été adorée par le public et la critique. Donc en fait, des fois, le public ne suit pas. On sait pas trop pourquoi, et il y a des réalisateurs comme ça, quoi, qui ont des hauts, des bas, et ça se trouve le prochain Chazelle sera apprécié de tous, donc à voir, quoi. On vous en parle la semaine prochaine dans Pop Tier, de toute Exactement. façon. Et je continue donc sur le box-office avec Le Chapeauté 2, qui est un vrai carton par contre dans le monde, qui a rapporté près de 300 millions de dollars de recettes aujourd'hui, à l'heure à laquelle on enregistre. Donc c'est un énorme succès, et en France on est le deuxième marché mondial avec 18 millions de dollars récoltés, donc ce qui est quand même génial. On vous conseille très fortement d'aller voir le Chapeauté, qui n'a rien à voir avec le premier, qui est vraiment super, Le Chapeauté 2.
Et je termine avec 2 autres films. Le premier, c'est Megan, le film d'horreur avec une poupée robotique. Je n'ai pas vu le film, mais voilà, c'est ce qui a l'air d'être dévoilé dans la bande-annonce. Megan qui est à 124 millions de dollars, pareil, aujourd'hui, ce qui est énorme, 124 millions de dollars dans le monde. Et la France est le 4e marché mondial avec 3 millions de dollars récoltés. C'est pas mal du tout. Propre. Et enfin, Tirailleurs, le film avec Omar Sy, qui a ramené 800 000 spectateurs en salle en seulement 2 semaines. Donc c'est un beau carton aussi pour le film d'Omar Sy. Eh ben écoute, super ce point box-office. Parlons des gros sujets de la semaine qu'on vous a sélectionné rien que pour vous. Le premier, c'est le listing de films Netflix attendu pour 2023, puisque cette semaine, Netflix a attendu du coup la mi-janvier pour communiquer sur les nombreux films qui vont sortir en exclusivité sur Netflix et qui seront des Netflix Originals, hein, donc c'est des productions originales rien que pour la plateforme. Et alors, on va pas du tout toutes les faire, parce qu'il y en a beaucoup, on n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps, et on va juste, moi je vais vous en sélectionner juste quelques-uns. Il y en a le premier que je voulais vous sélectionner, on en parlera tout à l'heure dans les sorties de la quinzaine, puisqu'il sort dans la prochaine quinzaine, c'est You People, avec Jonah Hill et Eddie Murphy. Le pitch, c'est vraiment Mon beau-père et moi, mais de nos jours, quoi, avec Jonah Hill et Eddie Murphy. Jonah Hill rencontre quelqu'un, rencontre une femme, et ils se plaisent, et en fait ils vont être vraiment leur relation va être vraiment perturbée par leurs beaux-parents respectifs, et ça a l'air assez rigolo. Ça sort le 27 janvier, on en parlera tout à l'heure. Oui, il faut préciser aussi que c'est un conflit de génération. Lui, c'est un blanc de Los Angeles, j'ai l'impression. Elle, c'est une femme noire, etc. Eddie Murphy, voilà, qui va le juger là-dessus en disant t'es un petit blanc, etc. Enfin voilà, il y a tout ce côté communautaire aussi qui va ressortir, qui peut être très drôle. Ouais. Ça a l'air assez fin. C'est écrit par Jonah Hill d'ailleurs. Ouais. Donc on sent que oui, il y a un matériau très très solide derrière, et je pense que c'est une comédie qui n'hésite pas à gratter un petit peu, et donc c'est très très cool. Ouais. Ça a l'air rigolo. Alors, c'est pas du tout un film que j'attends spécifiquement, mais je vais le mentionner parce qu'on a parlé de Millie Bobby Brown tout à l'heure. Le 13 octobre, on a un film qui s'appelle Damsel qui va sortir. En fait, le pitch, c'est Millie Bobby Brown qui va se marier avec quelqu'un, et qui se rend compte qu'en réalité son mariage n'est qu'un prétexte pour la sacrifier dans une chambre avec un dragon. Donc qui est censé du coup juste la bouffer ou la faire rôtir, et voilà, elle va bien sûr s'en débrouiller et se battre. Ça m'a fait, en fait, quand j'ai vu l'image et quand j'ai vu les images dans le trailer Netflix, j'ai pensé tout de suite à un film exactement pareil que Netflix a produit il y a quelques années avec la nana de 13 Reasons Why, et c'est, en fait, t'as l'impression de voir le même film. C'est quoi ce truc-là, hallucinant. Je crois que ça s'appelle Cursed en anglais, ouais. Et tu te dis ok, c'est très certainement pas le meilleur film de l'année, mais je voulais le mentionner juste parce qu'on a parlé de Millie Bobby Brown. Yes. Et est-ce qu'on parle de The Killer tout de suite? On peut parler de The Killer tout de suite, dont on sait peu de choses, The Killer, mais c'est le prochain David Fincher, donc là rien que pour ça en fait on l'attend. Oui. Donc The Killer qui est un film Netflix qui sortira, on n'a pas de date exacte, le 10 novembre. Ah ok, excuse-moi, le 10 novembre, donc à la fin de l'année, et qui met en scène Michael Fassbender et Tilda Swinton, et on en sait très peu, à part que Michael Fassbender jouera un assassin, et que une grosse partie du film a été tournée à Paris. Oui. Donc on est très curieux de ça, et puis c'est le retour de Fincher aux affaires, après Manque, qui avait été un film un peu compliqué pour une bonne partie du public, parce que c'était très documenté, trop documenté peut-être, avec Gary Oldman qui revenait sur la vie de Mankiewicz, c'est ça je crois, voilà, du producteur, scénariste, producteur, je sais plus, et donc un film voilà, qui ne parlait pas forcément au grand public. The Killer a de grandes chances, voilà, de parler un peu plus à une frange plus large de la population, et surtout c'est aussi une nouvelle collaboration avec le scénariste de Seven pour David Fincher, et donc un film avec un tueur et le scénariste de Seven derrière, Fincher à la caméra, moi je prends tout de suite, donc très très chaud. Je voulais mentionner aussi Rebel Moon, qui est un film de Zack Snyder, un film d'action, science-fiction. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la genèse de ce film, c'est un pitch qu'il a proposé à Lucasfilm comme étant un potentiel futur Star Wars.
Lucasfilm l'a refusé. Et donc il s'est dit bah, c'est pas grave, je vais le faire quand même mon truc. Mais donc c'est Rebel Moon. Ça sort le 22 décembre, donc ça sera le film de Noël de 2023. On avait eu du coup Glass Onion en 2022, ben, ce sera Rebel Moon cette année. Tu peux nous faire le pitch vite fait? C'est difficile à pitcher parce qu'en fait c'est vraiment sur une colonie dans une galaxie qui est menacée par des forces armées d'un tyran, et on a une jeune femme qui a un mystérieux passé qui va devoir rechercher des guerriers sur des planètes avoisinantes pour essayer de l'aider dans cet affrontement. Donc c'est un côté un petit peu les 7 samouraïs là-dedans. Donc à voir, avec Sofia Boutella, Jimon Hounsou, Ed Skrein, voilà, d'autres qu'on connaît moins, Anthony Hopkins quand même, Charlie Hunnam, Corestol et tout. Bon, non, tranquille. Ça, écoutez, c'est très certainement si on devait garder un seul blockbuster de ce line-up de Netflix, et pourtant il y en a beaucoup, ce serait celui-ci, je pense. Pareil. Est-ce que tu as d'autres films sur lesquels tu voulais revenir, toi ? Pas plus que ça, parce que des fois, en fait, Netflix, on sait jamais vraiment, on peut avoir des surprises. Oui. Il y a peut-être un film qui m'intéresse, c'est Penn Hustlers, qui sortira le 27 octobre prochain, avec Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia, qui est un film, voilà, qui a l'air d'être un peu dans une sorte de comédie grinçante sur le monde des startups et Chris pharmaceutique, Evans, tout particulièrement d'ailleurs. Exactement, tout à fait, startup pharmaceutique. Et Chris Evans dans le rôle dans la comédie, je le trouve très bon, donc je suis curieux de voir ce qu'il va donner là-dedans. C'est assez intéressant de voir comment Netflix organise ses années de sortie de films, parce que on a beaucoup de comédies romantiques qu'on n'a pas spécialement relevées là, mais on a l'été, c'est vraiment les blockbusters d'action. On a la fin d'année avant décembre, c'est vraiment les drames potentiellement à Oscar. Et évidemment sur la toute fin d'année et Noël, c'est vraiment le gros blockbuster. C'est assez rigolo de voir comment ils pensent leur année, quoi. Rebel Moon de 22 décembre, on sent que ils mettent toujours des gros films à ce moment-là, quoi. Là cette année c'était Glass Onion, fin 2022 c'était Glass Onion. L'année d'avant c'était avec DiCaprio et Don't Look Up. Voilà, on sent que c'est des gros films. Les deux jusque-là ont marqué les téléspectateurs. Donc Rebel Moon, potentiellement, on peut aussi être un énorme truc, quoi. Mais disons que le mettre à cet endroit-là, c'est aussi lui garantir une exposition assez énorme. Maintenant, il faut aussi que ça marche d'un point de vue public, parce que ça n'est pas suffisant de faire des heures de vue, et il faut aussi que les gens apprécient. Parce que potentiellement, Rebel Moon, ça peut devenir une licence en réalité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Ok, donc voilà, c'était pour les films originaux de 2023 sur Netflix. Il va y en avoir une palanquée, et très certainement aussi une palanquée de très oubliable, mais ça c'est aussi la loi avec Netflix, bien évidemment. Parlons de The Last of Us. The Last of Us qui est la série un peu événement de ce début d'année, et si ce n'est d'ailleurs la série la plus attendue de 2023. C'est une série HBO et HBO Max, sortie un petit peu de nulle part en France par Prime Video, qui a récupéré en fait une négociation. Mais c'est vraiment ça. C'est parce que en fait on va bien se rappeler, parce qu'il y a 2 semaines, rappelez-vous, quand vous écoutiez Pop News, on était un peu dépités tous les deux à vous dire qu'on allait certainement être obligé de pirater la série, puisque HBO et Warner avaient décidé plus ou moins de sacrifier la France, mais il se trouve que dans les coulisses, ils ont tout simplement négocié un accord avec Prime Video, qui est donc diffuseur exclusif de The Last of Us en France, sans surcoût pour les abonnés actuels. Et donc on a déjà vu le premier épisode qui est sorti lundi dernier, le 16 janvier en France. On peut peut-être juste vite fait donner notre avis sur ce premier épisode. Adrien, je te donne la parole. J'ai trouvé que c'était un excellent début pour la série. J'en attendais beaucoup, évidemment, parce que grand fan du jeu, de la franchise, et je partais confiant. Franchement, j'étais pas à regarder le show comme ça, parce que je savais que c'était Craig Mazin, Neil Druckmann. Donc, alors Craig Mazin, qui est derrière Tchernobyl, la mini-série HBO, donc grand succès de HBO et super série, incroyable série. Neil Druckmann, qui est le créateur-producteur de The Last of Us, le jeu vidéo. Donc on partait déjà avec 2 têtes
pensante autour de la série, derrière la série, qui était très solide. Et puis niveau casting, on savait qu'il y avait Pedro Pascal en Joël et Bella Ramsey en Ellie. Donc déjà, tout était réuni pour que ça se soit bien. Et je me suis lancé dans l'épisode, et en fait, dès le début, ça fonctionne parce qu'il y a des ajouts super intelligents, et en même temps, ça reste très fidèle aux jeux vidéo. Je n'ai pas été surpris par ce que j'ai vu. Et en même temps, à chaque fois, j'avais des petits bonus, des petits trucs à grignoter en plus qui m'ont fait adorer. Donc j'ai trouvé ça très très bien. Après, encore une fois, c'était un peu le problème qu'on avait eu sur le premier pop tier qu'on a enregistré tous les deux. Je ne jugerai la série que, en tout cas la saison, que quand elle sera terminée. Là, juste pour parler du premier épisode, j'ai vraiment aimé le premier épisode pour beaucoup de raisons, et on reviendra dessus peut-être après. Mais on jugera la série quand elle sera terminée, quoi. Exactement. Et toi, t'en as pensé quoi ? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un épisode très 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 solide pour un pilote. C'est pas évident de mettre en place tout ce monde post-apocalyptique, de développer certains personnages sur 1h20 certes, mais c'est aussi c'est casse-gueule, parce que ce genre de truc, ça coûte très très cher. Si ça fait pas d'audience, bah c'est un peu la mort du petit cheval. Il se trouve d'ailleurs que le pilote a été plutôt bien regardé sur HBO, puisque juste en linéaire sur la soirée sur la chaîne cryptée, il a fait 4,7 millions de téléspectateurs. Donc en termes de proportion, c'est le deuxième meilleur lancement d'une nouvelle série depuis 2010 sur HBO. Évidemment, le premier, c'est House of the Dragon, qui faisait 9,8. Il y a vraiment Game of Thrones et puis tout le reste, quoi. Oui. Mais quoi qu'il arrive, c'est un très joli lancement. Faut voir si ça continue, si ça augmente, ou si ça reste stable, ou si ça décline. Mais tout ça pour dire que moi, honnêtement, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais le The Last of Us, c'est une adaptation de jeu vidéo qui peut être assez compliqué, et au final, sur ce premier épisode, il coche toutes les cases. Maintenant, je suis curieux de voir comment ils vont trouver des petites brèches pour développer ici ou là, et c'est un petit peu de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Évidemment, on va pas du tout spoiler la suite, puisque tous les deux on a joué au jeu, mais l'objectif, c'est de vous parler un petit peu de ce qu'on a appris des communications officielles de HBO sur la suite de The Last of Us, et notamment évidemment d'un petit teaser qu'ils appellent Weeks Ahead. Donc c'est pas du tout le teaser de l'épisode 2, mais de toute la saison en réalité. Tu voulais revenir là-dessus ? En fait, cette vidéo est intéressante parce qu'elle permet de regarder un petit peu, de se faire une idée de ce que sera la saison sans trop spoiler. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Ceux qui ont fait le jeu... il y a des trucs que tu reconnais. Il y a des trucs que tu reconnais, et tu sais à peu près quand ça va se passer, dans quel épisode ça peut se passer d'ailleurs. Parce que c'est un jeu qui se déroule sur plusieurs saisons. On fait les 4 saisons de l'année, et donc on sait à peu près quand se termine la série. Précisons d'ailleurs que la saison 1 couvrira l'entièreté du premier jeu. Oui. Ça a été une décision prise par les deux créateurs. Moi j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en fait ça en dévoile pas trop. On voit qu'il y a des scènes d'action, on voit qu'il y a des personnages en plus qui arrivent, en tout cas des personnages dont on entendait parler dans le jeu, qui là sont vraiment incarnés à l'écran. Voilà, on voit Nick Offerman en Bill. On n'en dira pas plus, mais c'est intéressant de voir ce personnage-là. On voit aussi les décors, et je trouve que ça a l'air super bien travaillé, le côté post-apo dans la ville. On en verra plus, je pense, dans l'épisode 2 d'ailleurs. Mais ce côté verdure, la nature a repris le contrôle, etc. C'est pas très facile à faire en jeu vidéo, mais c'est plus facile. Mais là, en série, il faut quand même mettre les moyens. On en parlait d'ailleurs récemment dans notre pop tier sur Alice in Borderland. Faut pas que ça fasse stock, faut pas que ça fasse cheap. Et là, on sent que ça a été vraiment, vraiment bien fait. Donc ça nous permet d'en découvrir un petit peu plus. Et puis simplement de donner envie, quoi. Enfin, c'est pour ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est vrai que c'est un truc à se mettre sous la dent pour relancer la machine, quoi. C'est un des trucs d'ailleurs qui m'a marqué, parce que j'ai pas mal parlé de la série à mes collègues, et notamment cette semaine, et la plupart d'entre eux évidemment n'ont pas joué au jeu et ont vraiment accroché à ce pilote, et je pense que c'est une des vraies qualités de cette série, du moins sur ce premier épisode, c'est que elle est tout de suite très claire sur ce qu'elle va nous raconter, et elle est tout de suite très claire sur son univers. Et d'ailleurs, la plupart des constats qu'on m'a
donné, c'est que ça donnait envie de regarder la suite. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle que ce premier épisode, parce que souvent, on va le rappeler quand même, hein, moi je me rappelle des réactions au premier épisode de Game of Thrones, où il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Oh là là, j'ai rien compris, je suis perdu, c'est qui tous ces personnages, machin ». Là, c'est quand même un des gros avantages de The Last of Us, c'est que c'est quand même extrêmement clair. Oui, c'est très clair. Alors de base, faut aussi rappeler que le matériau d'origine, le jeu vidéo, pour moi, est une sorte de film. Oui. C'est très scénarisé. Ah oui. Quand on joue au jeu, en fait, on se dit, il n'y a pas de souci pour le porter à l'écran. Comme pouvait d'ailleurs l'être Uncharted, qui a été porté à l'écran avec Tom Holland, mais Uncharted, c'est plus avec compliqué. Plus ou moins de réussite. Plus ou moins de réussite, parce que Uncharted est un jeu d'action, et donc il faut vraiment que ça fasse boum boum pam pam tout le temps, et le film pouvait pas se permettre ça. Par contre, The Last of Us, ils font le choix de réduire peut-être un petit peu la voilure sur la violence qu'on voit à l'écran, mais par contre elle a beaucoup plus d'impact. C'est ce que disent d'ailleurs les créateurs. Ils font attention à pas mettre trop d'ennemis, à pas sortir les fusils à pompe et les mitrailleuses tout le temps, justement pour qu'en fait mettre l'emphase sur les personnages avant tout, sur l'histoire en fait qui vivent, qui est une histoire en fait qu'on peut tous à laquelle on peut tous s'identifier. C'est un peu de l'amour, de l'amitié, enfin il y a tout en fait, et c'est eux qui comptent, c'est pas la violence ou les zombies ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout ce qu'ils vivent eux. Et donc je trouve que c'est super intéressant, et en parlant des changements, je vous conseille d'écouter le podcast. Alors c'est pour les anglophones parce que ça n'a pas été traduit malheureusement. Il y a un podcast officiel, The Last of Us, qui est sorti et qui sort tous les lundis après la diffusion de chaque épisode, qui est présenté par Troy Baker qui est le comédien qui incarne Joel Miller dans le jeu vidéo, donc il prête sa voix, et non pas ses traits, mais qui prête sa voix, mais par contre son corps en motion capture au personnage. Donc il présente ce podcast dans lequel il invite Craig Mazin et Neil Druckmann, les deux créateurs de la série, à s'exprimer sur chaque épisode. Et on apprend énormément de choses en 1 heure en fait. On apprend notamment, c'est passionnant, parce que c'est des gars en fait qui sont des scénaristes avant tout en fait. C'est des gars qui sont scénaristes, et en fait on apprend par exemple sur le premier épisode pourquoi telle scène a été mise à telle place. On apprend que l'intro du premier épisode a été validée un peu à la dernière minute. Moi je trouve l'intro géniale d'ailleurs. Je trouve l'intro qui n'existe pas dans le jeu vidéo. Je la trouve glaçante, et en même temps je me mets à la place d'un spectateur qui n'a jamais joué au jeu. Et je me dis, ok, waouh, j'ai envie de voir cette série, c'est super bien présenté, c'est super bien amené, on avance quoi. Et dernier truc aussi, précisons qu'il y a 9 épisodes dans cette saison. À la base, il devait y en avoir 10. Mais ils ont décidé de rallonger en fait le premier épisode, parce qu'ils se sont rendus compte à la moitié de l'épisode, là où ils voulaient terminer en fait le premier, ils se sont dit non, les spectateurs vont pas forcément accrocher à l'histoire de Joël, il faut qu'on aille un peu plus loin et qu'on montre en fait un peu plus de Joël et Ellie. Et donc à ce moment-là, on peut terminer l'épisode. C'est ça. En fait, ils ont fusionné l'épisode 1 et 2 qu'ils avaient prévu pour être une saison de 10 épisodes, ce qui est tout à fait classique du coup pour une série HBO. Et en réalité, ces 2 épisodes ont été fusionnés dans l'épisode 1 qu'on a vu. C'est pour ça qu'il a une durée extra large d'1h20. C'est à cause de ça, tout simplement. Ouais. C'est une très bonne idée d'ailleurs, très bon choix. Qui est honnêtement le meilleur choix qu'ils auraient pu faire. D'ailleurs, un choix qui leur a été proposé par le Chief of Content chez HBO, qui s'appelle Casey Bloys, et qui visiblement ne fait pas ce métier pour rien, puisqu'il a quand même une bonne idée là-dessus. On peut le remercier. Voilà, donc honnêtement, ça part plutôt bien. Ça part très bien. Cette première saison de Last of Us, on vous en parlera bien sûr quand ce sera terminé, vraisemblablement aux alentours du mois de mars, quand on aura vu l'épisode 9 dans Pop Tier, bien évidemment. Et au-delà de ça, il y a des chanceux journalistes et critiques qui ont pu voir l'intégralité de la saison, et tous les retours sont dithyrambiques. Il n'y a pas un seul mauvais retour. Tous, ceux qui ont joué au jeu ou non, disent qu'on a là la meilleure adaptation de jeux vidéo qu'on n'a jamais eu en fait depuis la création des jeux vidéo, depuis l'origine des jeux vidéo. Donc là, ça fait plaisir de se dire ça, quoi. C'est enfin le moment où les joueurs vont pouvoir profiter sur un petit écran d'une belle adaptation. J'attends quand même des différences et un approfondissement de l'univers, mais j'ai l'impression que ça arrive
sur les prochains épisodes. On peut d'ailleurs mentionner très très rapidement qu'il y a eu des photos de l'épisode 2 qui ont été diffusées, donc on va peut-être pas forcément s'apesantir là-dessus, puisque à partir du moment où on sera diffusé dans vos oreilles en podcast, cet épisode aura été diffusé, mais dans ces photos, on voit un nouveau personnage qui, a priori, est une scientifique, qu'on va découvrir dans l'épisode 2 et qui serait certainement liée à... au début de la pandémie, a priori, puisque c'est le cœur du sujet. Dans le jeu, on ne le voit pas, ce début-là. Donc la série sert aussi à ça, à aller approfondir des choses qui ne sont pas forcément, qui sont juste abordées ou éludées dans la série. Et donc, vraisemblablement, on va pas mal jouer sur la temporalité dans cette série, avec des flashbacks pré-fin du monde, et l'histoire classique entre Joël et Ellie. Je pense que c'est une bonne manière de structurer la série. Oui, c'est très logique dans le médium de la série télévisée. En fait, tu peux pas te permettre de faire avancer une histoire autrement. Donc là, c'est très cool, parce qu'il faut quand même... Les épisodes durent à peu près 1 heure, je crois, chacun. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est 1 heure quand même où tu peux pas faire que on avance dans la nature et puis ou dans la ville et puis on tue des gens, quoi. Donc non. Donc c'est plutôt cool, et justement, comme tu le dis, c'est l'occasion rêvée pour en apprendre plus sur le passé des personnages, sur Ellie, sur tout ça. Pour ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, on en sait très peu, voire quasiment, on sait quasiment rien sur Ellie en fait, dans le jeu vidéo. Donc ça, en c'est dehors peut-être du le moment DLC qui s'appelle Left Behind, où qui se passe très peu de temps aussi avant le premier. Voilà. Mais effectivement, d'ailleurs, dans l'épisode 1, ils y font référence. Merle y fait référence entre guillemets, aux origines d'Ellie. Ouais. Ce qui est, moi, c'est des choses que j'ai envie de voir. Après, faut faire attention Voilà, à ça. pas surdévelopper, Ouais. et à pas développer des choses dont finalement on se fout. Ouais. Ça, c'est un des risques aussi de développer. Hein. Oui, Donc, complètement. à Faut que ça voir, serve l'histoire. évidemment. Faut que ça serve l'histoire. À voir évidemment en fin de saison ce que ça va donner. Ouais, complètement. Faut que ça serve l'histoire tout le temps, mais je fais vraiment confiance à Craig Mazin, qui est extrêmement malin, et je conseille aussi, mais alors là c'est encore plus technique, d'écouter son podcast sur le scénario, sur le métier de scénariste. Il reçoit des invités prestigieux, souvent la dernière fois il a reçu Ryan Johnson, donc le réalisateur de Glass Onion, de Star Wars, ouais, et ça fait 2 fois qu'il le reçoit d'ailleurs, et c'est vraiment sur les méthodes de scénario, d'écriture de scénario, et en fait on se dit que le mec sait très bien ce qu'il fait, et que quand il place des choses à un endroit, il sait qu'il les réutilisera plus tard, mais c'est pas pour rien, c'est pas pour les sbroufs, donc c'est malin, quoi. Avant de partir sur les sorties de la quinzaine, on a dans le chat des gens qui nous disent qu'ils ont vraiment aimé ce premier épisode de The Last of Us. Ouais. Oui, énormément, oui, j'ai aimé, j'ai très aimé, oui, j'ai vu un extrait sur Instagram de l'épisode 2. J'ai jamais joué au jeu, j'ai suivi la hype et je suis pas déçu, nous dit Alexander. J'espère qu'il s'il y a des changements et que les fans du jeu détestent, ils vont pas gâcher la série. Je pense pas, honnêtement. On verra. Et Valou qui nous dit qu'elle a hâte de voir l'épisode 2. Et bien écoute, c'est demain pour nous à l'heure où on enregistre ce podcast. C'est ça, et précisons que si Amazon France a récupéré le bébé à la dernière minute, parce que vraiment ça s'est joué 3 jours avant, hein, c'est ça le deal pour diffuser. On a su le vendredi pour le lundi. Ce qui est dingue, ce qui est vraiment très très court, c'est qu'il y a quelque chose aussi de très spécial avec cette série. Et il l'aurait pas fait pour une autre série, l'équivalent ce serait un Game of Thrones ou autre chose, mais c'est tout, quoi. Il y a un truc qu'on va préciser aussi, puisque vu qu'on est dans une émission où on parle de news et d'actualité pop culturelle, en mars, Prime Video et Warner vont lancer ce qu'ils appellent le Warner Pass, qui est en réalité une Amazon Channels, il y en a énormément qui existent sur Prime Video, dont OCS d'ailleurs, Universal+, Lionsgate+, etc. etc. Et donc le Warner Pass sera le point de chute qui manquait depuis la fin de l'accord entre OCS et Warner pour avoir toutes les séries HBO au même endroit. Mais ça sera dans le Warner Pass, et donc ce sera à l'intérieur de Prime Video, très probablement d'ailleurs sur une application seule, comme c'est le cas de Paramount Plus d'ailleurs, mais en tout état de cause, ça sera un abonnement supplémentaire, et là, faut bien se dire que c'est un vrai cadeau que nous font Warner et Prime Video, puisque en soi, si le Warner Pass avait été prêt avant, on aurait dû payer plus pour voir The Last of Us. C'est sûr. Donc voilà. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est un beau cadeau, même si bon,
Je pense qu'ils ont beaucoup d'argent. Oui, c'est clair. C'est ça. Clairement, je vais pas mais plaindre les millions qu'ils ont d'Amazon, perdus sur ouais. ce deal. Hein. Non. Mais en tout cas, c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant et ça en dit long aussi sur la bataille des plateformes, quoi. Bien sûr. Qui arrive encore plus chez nous là avec Amazon, avec HBO Max et tout. Et ça va être un peu compliqué. Moi, je commence à m'y perdre un petit peu avec Paramount plus. C'est surtout que honnêtement, le portefeuille en pâtit, quoi. Ouais. Parce Ouais. que moi, personnellement, moi, c'est Netflix, Disney+, Mm. Prime Video, Canal+. Enfin, au bout d'un moment... OCS, Apple+, parce que Apple a des super séries, etc. Et Bien en fait, sûr. le problème, c'est ça, c'est qu'on fait des choix. Moi, des fois, je change, Bah voilà, et j'ai toujours été pour payer pour la culture. Enfin, j'ai Pareil. toujours été pour payer pour tout, mais je veux dire, j'ai toujours mis un point d'honneur à payer pour ça. Malheureusement, j'achète moins de contenu physique, donc moins de Blu-ray, moins de DVD, des choses dans le genre. Mais Tu peux pas tout faire. Hein, de toute façon. je peux pas tout faire, mais par contre, voilà, j'essaie de payer autant que je peux pour du streaming. Mais s'il y a autant de plateformes, ça va commencer à être compliqué, quoi. Bah, en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui se désabonnent d'un truc pour se rabonner à un autre truc parce qu'il y a quelque chose qu'ils attendent qui va se diffuser là. Ce fil des codes aussi, ce fil des codes, sauf que Oui, là, on oui. voit que Netflix va Ça va arrêter plus très être possible prochainement, sur Netflix. en avril, je crois que c'est ça. Mm. Donc voilà, il serre les vis Mais oui. pour empêcher les gens aussi de profiter de ce modèle-là, qui est un vrai modèle alternatif pour certaines personnes, qui d'ailleurs sont surprises en disant ah bah c'est pas très normal. Bah oui, mais les gars, en fait, vous profitez d'un système qui est quand même très très cool, hein, donc Mais oui. donc voilà. Mais on s'habitue à ça. Et je pense que quand ils vont fermer l'arrivée d'eau, ça va faire un peu mal. Mais C'est d'ailleurs pour ça que Netflix a lancé son abonnement moins cher avec des pubs. C'est aussi pour essayer de récupérer ces gens-là. Ouais. Bref, voilà, on digresse, mais c'est des discussions intéressantes et qui se posent, à mon avis, pour un grand nombre d'auditeurs. Mais on pourrait faire un point plus tard dans un Pop News là-dessus, sur les plateformes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Bah, en parlant de plateforme, justement, puisque c'est uniquement chez elle que je vous ai concocté cette sortie de la quinzaine. Alors, c'est plus des sorties de la fin d'année, de la fin janvier en réalité. Je vais commencer par le 23 janvier, une série de Xavier Dolan qui s'appelle La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est une série donc réalisée et écrite, me semble-t-il, par Xavier Dolan, avec Xavier Dolan et Anne Dorval, qui est son actrice fétiche. Mmh. Depuis très très longtemps. Ça sort le 23 janvier sur Canal+. Et on m'en a dit que du bien. Ouais, donc très cool. Ouais. 25 janvier, on a une série sur Disney+, qui s'appelle Extraordinary, qui est une comédie de super-héros dans un monde où tous les jeunes ont un super-pouvoir, sauf le personnage principal qui s'appelle Jen, qui semble être un petit peu laissé pour compte. Donc il va falloir, pour qu'elle se débrouille en fait, dans ce monde-là, on imagine qu'elle va subir du harcèlement, etc. Donc voilà. Intéressant, en tout cas ça a l'air d'être dans un registre comique. Le 27 janvier, on a Lockwood Co sur Netflix. C'est dans un monde peuplé de fantômes. 3 ados spécialistes des phénomènes paranormaux risquent le tout pour le tout en vue de déjouer un complot diabolique. Ok, pourquoi pas. Réalisé par Joe Cornish qui a fait Attack the Block et qui est un grand pote de Edgar Wright qui a fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz, etc. J'adore Joe Cornish et j'aime beaucoup son Attack the Block. Ouais, toujours le 27 janvier sur Netflix, La petite fille sous la neige. Si vous êtes fan de séries policières espagnoles et de thrillers, c'est exactement ça, avec une journaliste qui tente de retrouver une jeune fille qui a disparu. Voilà, donc un thriller d'enquête. Sur Prime Video, il y a assez peu de choses que j'ai notées sur cette fin janvier, mais je voulais noter Shotgun Wedding, qui est une comédie d'action avec Jennifer Lopez et Josh Duhamel, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, Josh Duhamel d'ailleurs. Il est dans Callisto Protocol, c'est lui qui prête ses traits au héros de Callisto Protocol, le jeu vidéo. Ok. Et alors c'est un ajout de catalogue, mais vous avez aussi Aquaman qui vous attend sur Prime Video le 30 janvier. Et enfin, le 31 janvier, pour terminer, je voulais noter sur Netflix Pamela A Love Story, qui est un docu sur Pamela Anderson, vous savez, qui a été un petit peu chafouinée par la sortie de Pam and Tommy sur Disney+ l'an dernier. Et là, elle donne un petit peu sa version des faits, son parcours à elle en réponse à cette série. Voilà, c'est sur Netflix.
Netflix que ça se Netflix. passe le 31 janvier. Le Netflix. Et le Netflix, pourquoi pas, après tout. Ok, on termine rapidement avec nos recos. Alors, du coup, tu m'as fait penser à une reco, mais honnêtement, le podcast Compagnon The Last of Us, c'est vraiment un truc à écouter. Ouais. Et si vous avez apprécié la série de Tchernobyl, je vous recommande l'exacte même chose en podcast. Le podcast Compagnon de la série de Tchernobyl par Craig Mazin, c'est passionnant. Ouais, c'est incroyable. Alors, pour The Last of Us, ça va être un peu compliqué, mais peut-être que pour Tchernobyl, il y a des retranscriptions. Donc, il y a peut-être des traductions de ce podcast, ou C'est peut-être qu'il est possible. possible de le voir sur YouTube ou une autre plateforme C'est avec possible. des sous-titres, je ne sais pas. Parce que sinon, c'est vraiment du VO, hein, c'est de l'anglais, donc Ouais, faut ouais, vraiment il parler anglais pour le il faut comprendre. vraiment bien comprendre, par contre. Faut être voilà, assez fort là-dessus. Mais bon, c'est comme tu Effectivement. dis, passionnant. Ouais. Passionnant. Moi, Et j'ai deux toi, recos. tu as quelques petites recos à nous Ouais, j'ai donner, deux dis-moi. recos. La première, c'est En Place, Mhm. la série de Jean-Pascal Zadi qui est sortie sur Netflix cette semaine, la semaine du 20. Il est sorti le 20 d'ailleurs, la série est sortie le 20, Exact. le 20 janvier. Une série qui met en scène Jean-Pascal Zadi, qu'on avait vu dans Tout Simplement Noir, qui avait gagné un César d'ailleurs pour Tout Simplement Noir, et d'ailleurs en interview il adore répéter qu'il a gagné un César, et qui met en scène donc, un personnage, un héros qui vit dans une cité, c'est mince, pas un accompagnateur, un informateur. En gros, il accompagne Un des jeunes. médiateur. Ouais, plus ou moins. Enfin bref, il accompagne des jeunes en cité et il se retrouve à un moment pris à discuter devant des caméras avec le maire de la ville qui est lui en campagne présidentielle. Et puis il y a un échange de mots qui fait que ça devient une superstar parce qu'il arrive à défoncer en fait le maire de la ville. Sauf que d'un coup, en fait, tout le monde dit mais présente-toi à la présidentielle, tu serais fou. Là, t'es déjà à 4% dans les sondages, pourquoi pas quoi. Et en fait, c'est ça pendant 6 épisodes où au fur et à mesure, il va se prendre au jeu. Et il va se dire bah, pourquoi pas en fait, pourquoi pas devenir président de la République, le premier président noir de la République française, pourquoi pas quoi. Et donc il fait face à des candidats très stéréotypés, c'est des caricatures, c'est fait exprès. Et c'est très très drôle, c'est très très cool. Vraiment, ça se tient de A à Z. Éric Judor est super drôle en conseiller un peu nul et en même temps qui essaie quand même de se placer en politique. Donc c'est très cool. Vraiment, je conseille vraiment En Place de Jean-Pascal Zadi. Ouais. Ouais, je vous en ai parlé justement il y a 2 semaines dans mes sorties de la quinzaine. Comme quoi, hein, une fois de temps en temps, il y a des bonnes recos. Et t'as une dernière reco, c'est une BD, me semble-t-il. Ouais, exactement. Alors cette BD, c'est Bolshoi Arena, Mm. qui a été créée par Boulet, le dessinateur de BD donc très connu, qui faisait les notes de Boulet, justement. Et Bolshoi Arena, pour faire très court, pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 3 tomes. C'est le métavers dans lequel, en fait, on peut mettre un casque de réalité virtuelle, se mettre dans un métavers et visiter l'espace, les galaxies, visiter des planètes. Tout ça en ayant son propre vaisseau, en échangeant de l'argent, de la monnaie, en ayant de l'équipement, des fusils sur son vaisseau, etc. Et en fait, le monde réel vit à travers ça. Il y a vraiment une bourse en fait autour de tout ça. Enfin, l'argent qui est créé dans ce métavers a un impact aussi sur la vie réelle. Et donc, on suit une héroïne qui, elle, avance au fur et à mesure dans ce monde-là, découvre en fait ce monde-là, a un pote qui, dans le métavers, est un corgi, etc. Enfin, il y a plein de trucs rigolos. Et en même temps, qui va assez loin dans les réflexions sur ce qu'on peut vivre, nous, peut-être dans un futur proche, sur ce qu'on peut demander en fait à un métavers. Par exemple, ça en dit long sur le côté, si on explore une planète dans le métavers, est-ce qu'on peut faire des calculs aussi précis que dans le monde réel? Est-ce que ça ne nous permettrait pas d'aller plus vite en fait grâce au métavers que dans le monde réel quoi. Donc en fait, et en même temps, ce truc de rester tout le temps dedans, c'est pas forcément bon non plus quoi. Donc voilà, c'est très sympa. Un style graphique qui plaira pas à tout le monde, un peu manga années 80, mais que j'aime beaucoup et très cool, très drôle aussi. Moi, j'aime. Super, bah merci Ouais. pour ces recos institutionnels, mais aussi ces recos cachés tout au long de l'épisode. Voilà, bah c'est la fin de cet épisode 6 de Pop News, votre récap de l'actualité pop culturelle de la quinzaine. On va se retrouver du coup dans 2 semaines, donc ce sera déjà en février, pour parler de l'actualité de la quinzaine du coup qui sera passée. En attendant, la semaine prochaine, mercredi prochain, vous aurez Pop Tier épisode 11. C'est notre podcast de critique pop culturelle avec cette semaine-là, on va vous parler de Babylone, mais aussi d'une série. Et oui, série de super-héros d'ailleurs. Oh,
Tout à fait. Voilà, donc ça, ce sera mercredi prochain. Et en attendant, on vous remercie bien sûr de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les petites étoiles, le follow sur Twitter, @poptiercast, bien évidemment. Et puis, parlez-en à vos proches si vous appréciez cette émission et que vous êtes toujours en train de m'écouter là, à déblatérer au bout d'une heure et demie. Et c'est probablement que vous aimez plutôt bien, donc parlez-en. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit dans vos applications de podcast, mais aussi en live sur YouTube. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Salut tout le monde. Salut à tous. La terre est fermée pour la journée. Ramassez vos affaires et rentrez tout de suite à la maison.